Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi, comme chaque vendredi, de vous retrouver pour le 101e épisode du podcast À côté de mes pompes en ce début du mois de juin, période que j'affectionne par-dessus tout. Je ne sais pas si vous êtes, vous également, dans cette période, on va dire, fin de printemps, début d'été, dans des conditions optimum pour pratiquer votre sport préféré, à savoir la course à pied. Moi, j'aime bien, dans le sens où le matin de bonne heure ou le soir tard, vous pouvez effectuer vos sorties. Les journées sont longues et nous offrent parfois de très très belles couleurs, que ce soit le lever ou le coucher du soleil. Et moi qui suis habitué à courir relativement tôt, sur cette semaine écoulée, j'ai effectué mes séances de façon très tardive. Une séance de piste dimanche où j'ai dû courir, il était 21h, et une séance mardi après une journée de travail un petit peu compliquée. J'ai effectué ma séance, il était presque 22h, donc à la tombée du jour, la nuit commençait à se lever tranquillement, mais ça m'a offert de beaux paysages, de belles couleurs. Je l'avais partagé sur Instagram. Alors, avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais remercier Eric qui m'a laissé un petit commentaire sur Apple Podcast en indiquant que Seb amène une profondeur incroyable lors des interviews. Alors je le sais, vous appréciez énormément lorsqu'un invité vient présenter son parcours, évoquer ses souvenirs de course, évoquer justement des sujets qui sont vraiment très, très poussés. Et l'interview permet cela, c'est-à-dire que c'est un moyen d'aller vraiment au plus profond donc des éléments que mes invités vont pouvoir donc transmettre. Et c'est tout l'intérêt du podcast, d'aller vraiment, alors pas chercher la petite bête, mais creuser là où des personnes n'ont pas eu l'occasion peut-être de s'exprimer. C'est un lieu d'échange et je tiens à ce qu'il le reste. Alors, en ce qui concerne le sujet du jour, je souhaitais vous apporter quelques réflexions qui font suite à ma période d'inactivité, suite à ce mal de dos en début d'année, qui est désormais en passe totalement d'être solutionné, et je touche du bois en enregistrant cet épisode pour que ce mal de dos ne revienne pas. Mais je me suis interrogé sur l'évaluation de notre performance et comment jauger notre niveau de forme. Bien souvent, on part sur deux facteurs qui sont la VMA et la performance, mais derrière cela, ça manque quand même un petit peu de relief. Il faut remettre ces éléments, on va dire, qui sont des indicateurs chiffrés, dans un contexte beaucoup plus global. J'ai 4 autres pistes à vous donner. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, consacré à l'auto-évaluation quand on est coureur à pied ou tout simplement sportif. Alors, cette idée d'épisode m'est venue peut-être parce que c'est dans mon métier, dans mon cœur d'activité. En tant qu'enseignant, on indique souvent aux élèves de s'auto-évaluer, à savoir sur une compétence qui aura été vue en classe, est-ce que l'élève va être en mesure de situer son niveau de maîtrise, est-ce qu'il est totalement acquis, est-ce que c'est en cours ou est-ce que c'est non acquis. Eh bien, pour la course à pied, je pense que l'on peut apporter également cette auto-évaluation au regard de ce que l'on est capable de faire, au regard de ce que l'on a déjà fait et au regard de ce que l'on souhaite faire. C'est quelque chose qui n'est pas toujours simple parce que cette auto-évaluation, elle vient un petit peu en contradiction avec les chiffres qui nous sont donnés par nos outils de référence que peuvent être la montre, que peuvent être Strava, que peuvent être nos classements dans les différentes compétitions auxquelles nous prenons part, et puis aussi avec des tests que l'on peut faire si vous êtes en club, si vous l'avez peut-être déjà fait sur une piste, à savoir le test de VMA. Et ces facteurs-là, relativement chiffrés, viennent occulter, à mon sens, beaucoup d'autres facteurs que l'on doit prendre en compte dans la performance et dans l'évaluation d'un niveau de forme lorsque l'on est en course à pied. Comment savoir si aujourd'hui on se sent bien, on se sent mieux qu'il y a 15 jours ou on se sent en moins bonne forme qu'il y a un mois ou que la saison précédente? Eh bien, je voulais vous donner quelques outils pour que vous puissiez vous-même créer une auto-évaluation. Après, il faudra choisir le rythme. On peut le faire semaine après semaine pour se dire, voilà, si je regarde la semaine que j'ai passée, comment je me sens? Et ensuite,
avoir un recul. On va dézoomer un petit peu sur peut-être un mois, un trimestre, une saison. Quelles ont été finalement les périodes dans lesquelles on s'est senti le mieux, des périodes où il a fallu peut-être lever le pied et des moments où on a l'impression de voler. Vous voyez, ces moments où les séances vont s'enchaîner, vont être vraiment faciles à assimiler sans occasionner de baisse de régime et continuer à aller chercher des objectifs. Eh bien, c'est tout ça que je voulais aborder avec vous dans cet épisode, en commençant par un constat, celui qu'il ne faut peut-être pas prendre lorsque l'on est un coureur débutant ou même lorsque l'on a une certaine expérience, c'est se focaliser absolument sur la VMA et sur l'indice de performance qui est bien souvent donné par le classement que l'on peut avoir en compétition. Et j'ai pour exemple ce que l'on fait en club, c'est-à-dire que on teste la VMA une fois par an, 2 fois par an, à tout casser. Et entre-temps, les séances d'entraînement, les plans vont être organisés selon justement ce test de VMA. Sauf que si vous prenez un test VMA que vous effectuez en début de saison, au mois de septembre, qu'en sera-t-il au mois de décembre, en plein hiver, quand vous aurez peut-être essuyé une charge, on va dire, de travail importante, une fatigue liée peut-être à la saisonnalité, quand l'hiver arrive, on est parfois un petit peu moins en forme. Si vous continuez à travailler sur la même VMA qu'au mois de septembre, vous risquez peut-être d'être sur des allures qui vont être beaucoup plus importantes que ce que vous êtes en mesure de faire et vous conduire peut-être à la blessure. Donc pour moi, la VMA est quelque chose qu'il faut peut-être vérifier de façon beaucoup plus régulière qu'une fois ou 2 par an, avec des petits tests qui sont simples à mettre en place. Un test de semi-Cooper qui dure 6 minutes vous donnera instantanément, alors c'est pas quelque chose qui est scientifique, mesurable vraiment au dixième donc de kilomètre heure près, mais vous aurez une tendance. Pour rappel, ce test semi-Cooper se met en place sur une piste ou sur une surface relativement plate, de façon à ce que vous ne soyez pas gêné par un quelconque relief ou un manque de stabilité du terrain sur lequel vous effectuerez ce test. Il dure 6 minutes, l'objectif étant de parcourir la plus grande distance possible. Donc c'est quelque chose qui va être, on va dire, très sollicitant pour le cardio, pour les muscles également. À la fin, il suffira tout simplement de prendre la distance parcourue. Si vous faites 1 km 200, vous multipliez par 10, ça vous donne une estimation de VMA à 12. Alors, c'est un indicateur puisque vous pouvez reproduire peut-être tous les 4-5 semaines ce micro-test à l'intérieur peut-être d'un footing un petit peu plus long. Vous partez pour 6 minutes, donc à pleine vitesse, et vous aurez une estimation de votre VMA. Mais ce résultat est tellement brut qu'il faut le corréler avec, derrière, un indice d'endurance. Si on prend 2 coureurs, si je prends mon exemple avec une VMA à 15,5, 16, 17, voire un petit peu plus quand je suis en grande forme, si je prends un coureur qui aurait la même VMA que moi, mais quelqu'un qui est plus habitué à faire des sorties longues, aujourd'hui, moi, mes sorties, si vous regardez sur Strava, elles ne dépassent pas les 10, 11, 12 km. Quelqu'un qui viendrait à avoir la même VMA que moi et avoir peut-être des sorties beaucoup plus longues, étant dans une préparation peut-être d'objectifs de trail ou de marathon, forcément que cette personne-là aura une capacité d'endurance beaucoup plus élevée avec une VMA identique. Donc, de prendre cette formule brute de la VMA, c'est vraiment avec des grandes pincettes ou 3 séries de guillemets pour que vous ne soyez pas, on va dire, dépendant de ces chiffres-là. C'est un facteur à prendre en compte. Si vous voulez avoir un entraînement qui soit de qualité et travailler peut-être sur des allures au regard d'un plan d'entraînement, connaître sa VMA est un plus. Mais vous pouvez tout simplement courir également à la sensation en étant à l'écoute de ce que votre corps vous indique.
quand vous accélérez, quand vous décélérez, quand vous montez une côte, quand vous partez sur une descente. Tout cela sont des facteurs à intégrer dans votre pratique. On l'avait déjà dit avec Jérôme Maire, Greg Chanet de Nakan et puis Bénédicte et Pascal de Running Yogi. Il faut être capable de se détacher de ses outils connectés, de sa montre et de ne pas avoir en permanence l'œil rivé sur le chrono, sur l'allure à laquelle vous allez. De toute façon, cette allure est instantanée et bien souvent, il y a peut-être une petite latence avec ce que vous êtes en train de faire. Donc, ne soyez pas rivé, borné sur les indicateurs chiffrés que votre montre peut vous proposer. Parce que l'on va le voir par la suite, toutes ces données chiffrées, proposées, calibrées par votre montre, elles vont dépendre de nombreux autres facteurs environnants, à savoir votre bien-être mental, votre santé physique, votre envie du jour, votre niveau d'énergie. Et ça, c'est pas seulement la VMA qui va permettre de le quantifier, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Alors, autre facteur que je voulais aborder qui doit attirer votre attention mais qui ne doit pas être le seul prisme par lequel vous allez évaluer votre niveau de forme, c'est bien souvent ce qu'on appelle la performance. Est-ce que la performance se résume à un classement sur une course donnée, à un étalonnage en fonction d'un camarade ou d'un individu qui aurait le même niveau que vous? Si on prend le cas d'une course officielle avec Dossard, est-ce que le classement que vous prendriez d'une année sur l'autre va être révélateur de votre progression ou de votre régression? Je pense que c'est là aussi à prendre avec beaucoup de distance, puisque le plateau offert, le niveau des coureurs qui va se présenter au départ d'une nouvelle édition ne sera forcément pas le même que l'année précédente. Si l'on tient compte également de paramètres extérieurs tels que la météo, le terrain, si on prend des conditions en trail, bien évidemment que si vous êtes soumis à une canicule ou à des précipitations importantes rendant le terrain relativement glissant, votre chrono de l'année, par exemple 2021, en 2022, si ces conditions-là ont changé, ce ne sera pas possible d'avoir le même regard et la même comparaison. Donc, ces classements, le fait de dire « Ah, l'année dernière, j'ai fait un top 100 dans cette compétition et aujourd'hui, je peine à être 200e ». Oui, mais est-ce que le niveau des coureurs était le même? Est-ce qu'il n'y avait pas une densité plus importante sur cette course-là à ce moment précis-là de l'année? C'est donc difficile de juger par rapport à vos performances. Est-ce que vous avez régressé? Est-ce que vous avez progressé? Là, je pense que c'est encore un facteur limitant pour s'auto-évaluer. Donc, ne soyons pas attachés absolument et rigoureusement à sa VMA, à un niveau de performance, quand bien même si vous étiez approximativement sur un terrain identique. Si je prends le cadre, moi, d'une course que je peux faire en 10 km route, le parcours est le même, la date est la même, sensiblement les conditions sont les mêmes, là encore, on ne peut pas dire que si le chrono est moins bon, est-ce que j'ai régressé? Est-ce que je suis dans une phase de stagnation? Est-ce que je suis encore en mesure peut-être d'aller un petit peu plus haut et de progresser? On va le voir dans la deuxième partie de l'épisode que d'autres facteurs sont effectivement à prendre en considération parce qu'ils vont modifier un petit peu les conditions de course et on va les aborder tout de suite. Donc la VMA, oui, indicateur qui vous permet d'établir une base, on va dire, de connaissance de soi, c'est-à-dire on sait à peu près à quelle vitesse on va pouvoir faire cet entraînement, ce qui est bien, Ainsi, vous saurez vraiment à quelle vitesse faire votre sortie en endurance. Certains vont plutôt privilégier la fréquence cardiaque, mais là aussi, il faut être en mesure d'évaluer son niveau de fréquence cardiaque maximale, qui, elle, va également évoluer en fonction d'un sommeil qui sera plus ou moins réparateur, en fonction d'une fraîcheur et d'un bien-être mental. Donc, d'avoir des indicateurs chiffrés pour poser les bases d'un travail, d'un plan, d'une programmation,
c'est utile, mais il faut être en mesure de s'en détacher parce que de prendre uniquement ces critères-là vous enfermera dans un schéma qui ne sera pas forcément aussi réel et vous risquez de manquer de lucidité par rapport à un entraînement que vous ne réaliserez pas parce que vous n'aurez pas atteint vos allures cibles. Oui, mais attention, derrière, est-ce que vous aviez passé une journée compliquée? Est-ce qu'à la maison, la charge, on va dire, avec peut-être des enfants, avec une vie de famille, n'a pas été trop importante et vous a fait perdre un petit peu d'énergie? C'est tout cela que nous allons aborder dans cette deuxième partie d'épisode. Alors, pour faciliter votre auto-évaluation, le premier critère que je mettrai en avant toute autre donnée chiffrée, c'est le plaisir. Est-ce que vous avez plaisir à sortir de chez vous, à chausser les baskets et aller parcourir de nombreux kilomètres? Ça, c'est quelque chose qui doit être au cœur finalement de votre préoccupation. Si vous hésitez, si vous doutez, si vous dites « Oh, il faut encore que j'aille faire cet entraînement, c'est sur mon plan et j'ai pas forcément envie, en voyant le descriptif de la séance, d'aller me faire mal. » Déjà, on peut estimer que la forme va être un petit peu moindre. Et je l'ai vécu, ça je l'avais dit dans les précédents épisodes, qu'avec un moral qui était un petit peu en berne faisant suite à cet arrêt, à cette douleur de dos qui ne voulait pas partir, bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'aller s'entraîner, c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, le fait d'avoir cette envie, c'est déjà un facteur important, je dirais le premier. Le fait d'être mentalement dans de bonnes dispositions et de savoir que ce que vous allez faire lors de votre entraînement, c'est votre moment à vous, ça fait partie de votre bien-être. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, fondamental. Ce serait le premier critère que vous pouvez cocher sur cette auto-évaluation. Je vous donnerai à la fin peut-être un petit tuto ou mettre peut-être dans les notes de l'épisode un petit PDF pour que vous puissiez avoir cette auto-évaluation. Mais le plaisir avant tout, celui d'être en mouvement et de profiter justement de cet instant qui est le vôtre, qui va vous permettre de vous ressourcer, permettre de réfléchir peut-être à des projets ou tout simplement de faire le vide après une journée en famille, une journée peut-être professionnelle qui aura été compliquée. C'est bien souvent des sas de décompression sur lequel il faut entre guillemets s'appuyer en ayant veillé au préalable à bien faire la coupure. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans cet entraînement, dans cette séance, veillez à prendre un petit temps pour vous échauffer le mental et marquer une rupture avec le moment que vous avez vécu précédemment. Si vous sortez d'une réunion qui a été très intense, d'un temps avec les enfants qui vous ont demandé énormément d'énergie, comme le sont les enfants, et on aurait tort de les blâmer, veillez à justement vous accorder une petite soupape de décompression pour vous mettre en condition pour aller courir. Donc ce bien-être mental, cette faculté à être dans le plaisir pour votre séance de course à pied, ce serait à mon sens, le pilier de toute auto-évaluation, le premier point que je mets justement en avant. Alors, le second point qui, lui, viendrait... alors, c'est à peu près au même niveau. Après, vous le classerez comme vous le souhaiterez, mais ce serait vraiment les deux piliers qui viendraient soutenir notre auto-évaluation pour savoir si l'on est en forme et si l'on est en mesure d'aller remplir des objectifs par la suite, c'est la santé. La santé et notre état physique. Donc, comme je vous dis, je les mets au même niveau parce qu'il est difficile de dissocier le mental du physique. L'un ne va pas sans l'autre. Bien souvent, quand on a mal aux jambes, on dit c'est dans la tête que ça se passe. Le physique est quelque chose sur lequel il faut être attentif et on est parfois absorbé par notre rythme de vie et on ne va pas forcément tenir compte de certains éléments, des signaux que votre corps vous envoie, une tension par-ci, une petite douleur par-là. Vous n'expliquez pas forcément cette douleur parce que vous n'êtes pas
blessé, vous n'êtes pas tombé, vous ne vous êtes pas cogné, mais ce sont des signes d'alerte que votre corps peut vous envoyer pour vous dire attention, là peut-être que par rapport au rythme de vie, par rapport à ta cadence de travail, par rapport aux activités que tu peux réaliser, tu vas peut-être trop loin. Également, la partie sommeil. On a tendance à veiller tard, à se coucher de moins en moins tôt. La présence des écrans est également un facteur qui décale, perturbe l'endormissement. Et de moins dormir, ça va à un moment donné forcément occasionner des désagréments. Et je l'ai vu sur ces séances réalisées de façon presque nocturne, la qualité du sommeil derrière est beaucoup moindre. J'ai eu d'énormes difficultés à m'endormir parce que les endorphines peut-être, la décompression après séance était finalement positionnée sur une période où je dois être en phase de sommeil et j'ai très très mal dormi sur la nuit de dimanche à lundi et sur la nuit de mardi à mercredi. Même si la fatigue étant là, on arrive quand même à dormir. Mais le point sur le sommeil pourrait faire l'objet d'un épisode parce que des coureurs qui vont avoir un sommeil, on va dire, très peu important, on nous loue souvent le fait de se lever à 5 heures du matin, ce miracle morning, avec peut-être des temps de sommeil qui sont inférieurs à 7-8 heures. Mais on a besoin de dormir. Le sommeil fait partie du processus de récupération et peut-être même du processus d'amélioration. Est-ce que l'on ne peut pas s'améliorer en dormant plus ? Alors pour certains, je pense à 2 auditeurs, Cédric et Jojo, qui sont des routiers. Pour vous, les garçons, le sommeil et la qualité que vous pouvez avoir dans cette activité nocturne, c'est compliqué. Vous êtes en décalage, vous prenez la route de nuit. Derrière, si vous greffez une activité physique, c'est peut-être compliqué à un moment donné de performer parce que votre sommeil n'aura pas été suffisamment réparateur. Et vous n'en êtes pas responsable, c'est votre activité professionnelle qui est comme cela. Donc, je pense que dans l'évaluation de son état de forme, il faut être également attentif aux petites tensions, aux petits pépins, aux petites douleurs qui ne sont pas anodines. Parce que si vous les occultez, à un moment donné, elles reviendront vers vous, mais avec une force beaucoup plus importante, et vous conduiront peut-être même à devoir vous arrêter. Ce mal de dos, qui à la base n'était qu'une petite pointe, ça ne me gênait pas forcément en courant. Par contre, le lendemain, j'étais en tour de Pise. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une douleur qui m'empêchait d'être mobile et totalement à l'aise dans mes mouvements. J'ai peut-être couru 2-3 semaines comme cela et à un moment donné, stop. Je ne pouvais plus courir parce que la douleur était trop importante. Si j'avais peut-être réduit le volume, fait quelques étirements, travaillé un petit peu sur du renfort avant d'aller jusqu'à ce point de non-retour qui était la douleur, j'aurais peut-être pas été arrêté 2-3 mois. Donc même avec, vous voyez, 15, 16, 17 années de pratique, je fais encore des erreurs et j'apprends de ces situations qui se présentent à moi. Donc d'être semaine après semaine attentif à sa santé, à son sommeil. On pourrait greffer l'alimentation parce que si vous ne rechargez pas suffisamment votre moteur après une grosse séance, vous risquez donc d'être peut-être en carence sur certains éléments nutritifs et donc des crampes, des tendinites, des claquages vont peut-être survenir parce que le travail, on va dire, de reconstruction musculaire n'aura pas été fait correctement. Donc l'alimentation, on en a déjà parlé, que ce soit avec Fabrice Kuhn ou avec David Padaré sur des épisodes du podcast, c'est un élément également de performance, mais ce que j'englobe dans la santé et le physique. Donc veillez à être vraiment comme un mécanicien qui viendrait régler une voiture, vous êtes vous-même le mécanicien de votre propre corps. Donc soyez attentif, à l'écoute. On en parlait tout à l'heure avec les sensations. Là c'est pareil. Avant de partir, en vous levant le matin,
Dans quel état physique vous vous sentez? Est-ce qu'au lendemain d'une séance de fractionné, vous sentez des tensions et vous avez peut-être un petit bobo? Ça veut peut-être dire que sur la séance que vous allez faire par la suite, il faudra peut-être mettre un petit peu moins d'intensité, il faudra peut-être aller moins loin dans les répétitions et en retirer quelques-unes. Donc il faut avoir ce savant dosage entre ce que le plan vous indique et ce que votre corps est en mesure de faire. Mais attention, parce que quand je dis il faut être attentif à son corps, ça ne veut pas dire de rester dans sa zone de confort. Pour progresser, il faut forcément sortir, faire un petit pas de côté de cette zone qui est, on va dire, connue, celle dans laquelle on se sent à l'aise. Et donc là, je voulais vous parler du troisième élément, à savoir le dépassement de soi. Pour arriver à des résultats plus importants, il faut forcément être dans des conditions qui vont vous permettre d'aller plus loin que ce que vous n'avez jusque-là jamais fait. Ou du moins, aller dans une zone qui est moins confortable pour que, au bout de quelques séances, quelques semaines, elle devienne votre nouvelle zone de confort. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut aller expérimenter. Le dépassement de soi, ça passe peut-être par allonger la distance. Aujourd'hui, vous faites des sorties de 10 km, vous allez passer à 11 km. Pour d'autres, si vous êtes adepte comme moi de la vitesse, de dire voilà, ce kilomètre, je veux le faire en 4 minutes, en 5 minutes, en 6 minutes. Je vais essayer d'aller grappiller quelques kilomètres heure, quelques dixièmes de kilomètre heure pour être un petit peu plus rapide. Et donc, en ayant derrière ce dépassement de soi, la satisfaction d'y être arrivé. Là encore, il faudra mettre une certaine progressivité. On ne passe pas de 10 km/h à 15 km/h en l'espace de quelques secondes. Il faut habituer son corps à l'effort, répéter. Et à un moment donné, vous allez vous dire « Ah, finalement, quand je regarde mes séances précédentes, j'étais à 10-11 km/h. Aujourd'hui, j'arrive à être à l'aise à 12 km/h. » Et à chacun, finalement, son niveau de performance. Pour des coureurs qui vont très très vite, le gain ne se chiffrera pas en 1 km/h gagné ou 2 km/h gagné, mais peut-être 1/10 de km/h pour pouvoir, derrière, atteindre un niveau de performance supérieur. Donc tout cela, le dépassement de soi, ce serait pour moi le troisième facteur que vous pouvez mettre dans votre évaluation, c'est-à-dire est-ce que vous avez osé sortir de votre zone de confort, cette zone qui est une zone qui nous réconforte, vu que c'est la zone de confort, mais au sein de laquelle on a parfois du mal à sortir parce qu'on sait que si on fait un petit pas de côté, on va aller se faire un petit peu plus mal, mais je pense que c'est un facteur donc de progression. Dernier aspect que je voulais justement vous proposer pour que vous puissiez faire votre auto-évaluation, c'est le partage, c'est l'entraide. Il n'y a rien de plus intéressant que d'aller faire des sorties avec un petit groupe de camarades, avec des personnes que vous avez rencontrées, vous avez à peu près le même niveau, mais quand bien même vous participez à un groupe d'entraînement où vous avez des personnes qui vont aller un petit peu plus vite que vous, c'est un moyen, on revient sur le dépassement de soi, peut-être d'aller au-delà d'une zone de confort qui serait la vôtre, c'est-à-dire que vous aviez une séance à faire, donc en endurance, et puis vous tombez sur 2-3 camarades qui se disent allez, on va aller un petit peu plus vite aujourd'hui, on va voir si ça tient. Et bien finalement, vous allez par cette entraide, par cette volonté du groupe, aller au-delà de ce que vous aviez prévu de faire. Et donc, vous allez indirectement progresser. Et je le vois pour le côté entraide, quand des personnes finalement viennent sur une course et disent je vais accompagner mon mari, je vais accompagner mon collègue pour lui permettre de réaliser son record personnel. Et ça m'est arrivé de le faire sur différentes courses. Eh bien, il y a cette satisfaction d'avoir, entre guillemets, partagé ce moment, on va dire, de convivialité avec un autre sportif, un autre runner qui, derrière, va atteindre son objectif. Donc, vous en tirerez, vous,
une satisfaction personnelle et puis votre confiance n'en sera que grandie. Et pour revenir justement sur le groupe d'entraînement, moi qui ai l'habitude de faire mes séances relativement seul, quand je les fais parfois avec le club, bien évidemment, par rapport à ce que j'ai prévu, je vais toujours aller plus vite. Alors sur la réussite de ma séance, elle ne le sera peut-être pas totalement parce que j'aurais été au-delà des objectifs fixés au début, mais le groupe va avoir tendance à booster et bonifier finalement votre pratique parce que il y a une certaine émulation et ça peut être un facteur justement d'inspiration pour vous permettre d'atteindre un niveau supérieur. Alors bien évidemment, l'esprit club, l'esprit groupe ne va pas correspondre à l'ensemble des coureurs, mais de temps en temps, si vous avez la possibilité, si ça coïncide avec votre agenda donc personnel et professionnel, vous pouvez peut-être intégrer un club sur une séance vraiment spécifique, de façon à peut-être aller vous dépasser. On est voilà sur le mélange entre entraide, inspiration et dépassement de soi. Au regard des autres facteurs que l'on vient d'aborder, vous le voyez, ça se limite pas seulement à la VMA et à la performance ou à un classement qui serait établi lors d'une compétition officielle. L'évaluation en course à pied, comment juger, jauger de son état de forme, ça prend une dimension bien plus vaste. Donc, je vous le rappelle, le premier pilier, ce que je mettrai en avant, c'est le bien-être mental. Est-ce que vous avez la motivation, la niaque, comme certains disent, pour aller sortir et réaliser votre entraînement ou votre compétition. Le deuxième point, on peut difficilement le dissocier, c'est la santé physique. Est-ce que vous avez les jambes? Est-ce que vous êtes vraiment tous les signaux sont au vert pour que vous puissiez courir? Il n'y a pas de bobo, il n'y a rien qui vous empêche de pratiquer votre sport. Ça, c'est le deuxième point, directement lié au mental, bien évidemment. Le troisième point, avoir l'envie d'aller se dépasser. Est-ce que vous allez peut-être être capable de passer cette barre du nombre de kilomètres, d'un chrono que vous visez? Et donc derrière, il va falloir peut-être faire appel à de l'entraide. Est-ce que vous avez peut-être besoin d'un groupe d'entraînement pour vous stimuler, pour vous challenger? Et tout cela, je mettrai à la fin et après le côté performance et la VMA qui valideront de façon chiffrée tout ce que vous avez mis en place, entrepris, donc semaine après semaine en tenant compte de tous ces paramètres. Alors moi, je vous invite peut-être à réaliser une évaluation par semaine lorsque vous terminez votre semaine d'entraînement et que vous allez planifier la semaine à venir, de vous poser un petit temps pour vous dire quel bilan je tire de ma semaine, quelle séance a été la plus agréable, quelle est la séance sur laquelle j'ai pris un petit peu moins de plaisir. Alors, vous avez des outils. Soit vous pouvez le faire de façon papier. Je vous mettrai peut-être une petite grille qui indiquera justement ces différents éléments. Mais sur une application de type Nolio, vous allez pouvoir renseigner votre ressenti post-effort et mettre une petite note écrite sur comment vous avez vécu votre séance. Est-ce qu'il y avait au préalable peut-être une situation tendue sur le plan professionnel? Est-ce que vous avez ressenti une fatigue après une séance qui s'est passée 2 jours auparavant? Et comme ça, vous aurez un tableau clair de votre état de forme et puis de le comparer. Semaine après semaine, mois après mois, d'avoir peut-être un recul sur les saisons précédentes, traquant peut-être les périodes de méforme, les périodes de blessures, suite à une compétition, comment vous avez finalement géré la période de récupération. Et puis, dans vos objectifs, ce sera aussi l'occasion de les poser, parce que courir sans objectif, je l'ai vécu, de ne pas avoir pendant 2 ans de dossard à accrocher, d'objectifs vraiment posés. On s'entraîne, mais on se demande un petit peu pourquoi. Alors j'étais peut-être le roi des séances d'entraînement, le roi de la piste, mais au final, un coureur qui n'accroche pas de dossard, pour moi, ça n'avait pas vraiment de sens. Et là, je retrouve, si on revient au plaisir, cette ambiance des courses, cette ferveur du départ, les encouragements que les spectateurs peuvent nous apporter. C'est quand même pour ça que l'on court et ça fait vraiment du bien à la fois à la tête mais aussi aux jambes. Et donc moi je vous encourage
chaque saison pour peut-être le mois à venir à poser vraiment vos objectifs. Est-ce qu'ils sont kilométriques? On voit souvent à la fin des mois les coureurs poser leur bilan. Alors j'ai effectué 330 km, j'ai couru pendant X heures. Oui, j'ai fait tant de dénivelé, mais est-ce que c'est un objectif qui était déjà posé au départ? Peut-être que quelqu'un qui a fait moitié moins de kilomètres a pris autant de satisfaction à sortir ses baskets, a découvert peut-être certains paysages. Moi, je vois des coureurs, j'en ai vu un dimanche dernier du côté de Saumur qui a fait 50 kilomètres tout simplement pour découvrir la région. Donc, à chacun ses objectifs, à chacun votre niveau de performance, sachez l'évaluer, ce sera votre travail pour les semaines à venir. Et puis, moi je vous remets tout ça dans les notes de l'épisode. Et puis, venez en parler, n'hésitez pas à venir me solliciter pour que l'on puisse échanger autour de ces facteurs qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, de progresser, marche après marche, et puis sur le long terme, de toujours être dans cette motivation et de relever mois après mois toujours de nouveaux objectifs. Voilà les quelques conseils que je voulais vous prodiguer pour que vous puissiez évaluer votre niveau de forme. Alors à l'issue de cet épisode, j'espère vous avoir apporté quelques pistes pour que vous puissiez mieux évaluer votre niveau actuel de performance. Rappelez-vous que la VMA n'est pas l'unique indicateur, que le classement lors d'une course ou que la comparaison avec d'autres camarades, ce ne sont malheureusement pas des facteurs toujours objectifs. Il y en a plein d'autres à prendre en compte, que ce soit la santé, votre bien-être à la fois physique et mental, et puis chercher l'entraide, le dépassement de soi, les défis. À chacun son Everest, comme certains viennent le dire. Eh bien c'est vrai, je pense qu'il faut dans ce monde de la course à pied et du sport avant tout mettre un élément central, à savoir le plaisir. Le fait d'avoir envie de sortir les baskets, de bouger, ça c'est déjà un critère important dans votre niveau de motivation, dans votre niveau de forme. Je l'avais perdu à un moment donné et c'est vrai que de retrouver ces sensations de plaisir, de partage avec des camarades, de mettre un dossard et d'aller se confronter dans un peloton à d'autres coureurs pour partager un moment convivial, ça fait partie également de l'auto-évaluation. Donc venez en parler sur les réseaux, je vous attends sur Facebook, Instagram, et puis continuez à partager, promouvoir, diffuser autour de vous l'existence de ce podcast à côté de mes pompes. Petite story, moi je vous retag derrière, et puis n'hésitez pas sur Spotify et Apple Podcast à me laisser une petite évaluation, ce qui permettra d'augmenter la découvrabilité du podcast sur les différentes plateformes. Je vous souhaite une bonne semaine et puis veillez à peut-être vous auto-évaluer. Venez en parler, on échangera avec plaisir. Bonne semaine à vous!